Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avant-dernière vidéo avant les vacances. Une vidéo qui sera consacrée à la correction du QCM sur le chapitre d'histoire. Et puis sur la troisième partie du cours de géographie que nous terminons aujourd'hui. Et la dernière vidéo sera une vidéo très courte que je posterai ce dimanche, qui sera finalement la correction du QCM de géographie que je vais vous donner aujourd'hui à la suite de ce cours. Alors tout de suite, passons à la correction. Donc l'art baroque est lié à la contre-réforme. La contre-réforme, c'est le mouvement catholique qui vient justement s'opposer aux réformes protestantes. Et là où les protestants voulaient aller vers quelque chose de très épuré, mais au contraire, l'art baroque va valoriser la splendeur de la richesse de l'église, beaucoup de dorures, etc., etc. Lequel de ces peintres sont des artistes de la Renaissance? Et là, mea culpa, ma faute, ça signifie en latin. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'attendais de vous que vous cochiez les quatre. Parce que ces quatre personnages-là sont des artistes de la Renaissance. Mais, il y a le mot peintre. Et comme un élève me l'a justement fait remarquer, Donatello n'est pas un peintre. Regardez, on tape Donatello sur Google, nous avons que des sculptures. Donc, finalement, il fallait répondre uniquement ces trois-là, pas Donatello. Or, eh bien, si vous faisiez ça, vous aviez faux. Alors que si vous mettiez Donatello, alors que ce n'est pourtant pas un peintre, vous aviez juste. Donc, il y a une erreur dans le QCM. Oh my god. Donc, on va faire comme à chaque fois que je me plante. C'est pas comme si c'était la première fois. Je rajoute un point à tout le monde sur le QCM et on n'en parle plus, ok? Bon, allez, basta. Que signifie mécène? Le mécène, c'est le riche prince qui s'entoure d'artistes. Et le nom est dérivé d'un personnage de l'Antiquité qui s'appelait Mécène et qui, le premier, s'est entouré d'artistes pour se valoriser. Les protestants refusent. Ils refusent le culte de la Vierge, le culte des saints et la vente des indulgences. Qui a peint le tableau La Dame à l'Hermine? C'est Léonard de Vinci. L'habit noir est caractéristique des Huguenots et... Oh le piège, oh là 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 là. Les Huguenots, c'est les protestants français. Et aussi de Catherine de Médicis, qui elle n'était pas du tout Huguenot, elle est détestée, mais qui s'habillait en noir après la mort de son mari. De toute façon, c'est typique jusqu'au XXe siècle en France que les veuves s'habillent en noir toute leur vie à partir du moment où elles sont veuves. Autant vous dire que au moins les lessives en couleur, bon bref. Donc voilà, petit piège, c'était un petit peu fourbe. Bon voilà. Dans ce texte, Erasme souhaite, il souhaite évangéliser l'ensemble de la terre. Il souhaite aussi traduire la Bible en langue vernaculaire, dans la langue du peuple, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et ça, c'est particulier parce que Erasme, lui, était un prêtre catholique, mais humaniste. Et du fait d'être humaniste, il avait quand même certains points communs avec les protestants, parce que c'est les protestants qui ensuite ont réclamé ça. Il veut diffuser la Bible au plus grand nombre de gens. Et du coup aussi s'approprier un élément caractéristique du protestantisme, c'est-à-dire la traduction de la Bible. L'édit de Nantes est écrit en 1598, c'est un édit de tolérance religieuse. Voilà. Dans ce texte, Luther, il critique le catholicisme. Il critique pas la charité. Le problème pour lui, c'est pas qu'on fasse la charité, parce qu'il dit que justement, il faut aider son prochain. Mais il ne faut pas penser aider son prochain en achetant des indulgences. Donc, il critique ces deux aspects-là. Zwingli. Zwingli, c'est un des fondateurs du calvinisme. Calvinisme, qu'on appelle aussi l'Église réformée. C'est la même chose. Petit piège. Le massacre de la Saint-Barthélemy est organisé, c'est-à-dire qui sont les instigateurs? Les protestants, parce que ce sont les protestants qui sont fait massacrer. Donc généralement, vous n'organisez pas votre propre massacre. Voilà. Qui est surnommé le prince des humanismes? Erasme. Lequel de ces auteurs sont des écrivains humanistes? Voltaire, non, c'est un écrivain des Lumières. Erasme, oui. Machiavel, oui. Rabelais, oui. Montaigne, oui. Hop, tchac, boum.
Henri VIII fonda l'église anglicane car... Non, c'est pas des désaccords religieux avec les catholiques, ça à la base il n'avait aucun problème avec ça. Mais il voulait divorcer de sa première femme, et cela lui permettait de devenir un chef politico-religieux, puisque le chef de l'église anglicane est le chef de l'État, donc en l'occurrence le roi ou la reine d'Angleterre. Cette chanson fut écrite, ils disent pauvres papistes, donc ils critiquent ceux qui suivent le pape. Donc qui critique les papes? Les protestants. Ouais. Parce qu'ils disent de retourner à Jésus. Donc on pourrait dire des musulmans, mais les musulmans ne diraient pas retourner à Jésus, ils diraient retourner à Mohammed. Donc là c'est les protestants. Lesquels de ces courants religieux sont protestants? Le luthérianisme, le calvinisme et l'église anglicane. Bim bam boum. Ce texte fut écrit... Oh, ce texte il est énorme. Ce texte il est énorme. Il était fort facile d'être huguenot en ce temps car les fondements de leur prétendue religion n'étaient guère malaisés à apprendre. Il suffisait d'être meurtrier, voleur, larron, sacrilège, paillard, adultère, voleur d'église, briseur d'images. Waouh! Il fallait médire du pape, des cardinaux, des évêques, des prêtres, des moines et des ecclésiastiques, être meurtrier de tels gens, haïr et médire la messe et du Saint-Sacrement de l'autel, donner l'hostie à manger aux bêtes et aux chiens. Alors certes, certains courants protestants critiquaient le fait que le Christ puisse être vraiment présent dans l'hostie. Mais de là à ce qu'il donne l'hostie à manger à des chiens, il semble quand même un peu exagéré. Graisser ses bottes et souliers du crème et des saintes huiles, qui servent au baptême, ça semble peu probable aussi. Faire son ordure fécale. Comment vous expliquer? Faire caca. Voilà, donc faire caca dans les bénitiers et fonds baptismaux, manger de la chair les vendredis saints, etc. Bon, on voit que là, il y a une exagération considérable de choses qu'on semble attribuer aux protestants. Le fait de critiquer le pape, tout ça, c'est les protestants. Mais on dit, voilà, ils font ça, mais en plus, ils font quantité d'autres choses exagérées. Donc, qui aurait intérêt à exagérer les vices, à exagérer les défauts des protestants? Eh bien, les catholiques. Vous avez compris? Donc, c'est un auteur catholique. Qu'est-ce que les jésuites? C'est un ordre religieux placé sous l'autorité du pape, c'est aussi le nom de la compagnie de Jésus, c'est aussi un ordre missionnaire particulièrement actif en Amérique, on l'a vu dans le précédent chapitre, et c'est un ordre qui a été fondé par Saint Ignace de Loyola. Loyola, j'adore ce nom. Bon, voilà. Les caractéristiques de l'humanisme sont... Non, ils ne nient pas l'influence des religions, ils sont contre le fanatisme. Ils veulent un retour à l'humanité, à l'Antiquité, ils veulent placer l'homme au centre de la préoccupation. Oui. Et quel est le principal foyer de la Renaissance? Si c'est c'est qu'il n'y en a qu'un, et donc c'est l'Italie du Nord. Voilà, BG, 20 sur 20, incroyable. Bon, en même temps, je suis prof. Bon. Alors, tout de suite, nous allons du coup passer à la géographie et à la troisième partie de ce cours très dense qui s'intéresse aux migrations internationales croissantes. Et on va parler aujourd'hui des nouveaux enjeux migratoires. Alors, là vous voyez ces deux images. À gauche, on aurait des réfugiés qui seraient réfugiés à la suite d'une inondation en Asie, donc là plutôt des réfugiés climatiques. Et là, des personnes en Syrie qui quittent leur pays en guerre, et donc là plutôt des réfugiés issus de guerres civiles. Et ce sera nos deux grands axes de réflexion. Alors, déjà les réfugiés climatiques. Alors parfois on parle de migrants environnementaux, dans le sens que c'est les changements de leur environnement qui provoquent ces migrations, mais le terme de réfugié insiste sur l'aspect qu'ils n'ont pas eu le choix. Un réfugié, c'est quelqu'un qui quitte son pays pour des raisons de vie ou de mort. Donc moi je pense qu'on peut parler de réfugiés dans les cas où les contraintes climatiques sont telles que ce n'est plus vivable. Donc déjà, il y a effectivement le réchauffement climatique global. Alors pourquoi je dis réchauffement climatique global? Eh bien parce que le réchauffement climatique global, c'est une hausse des températures à l'échelle de la planète. Mais il y a certaines régions qui pourraient voir leur température diminuer, mais c'est ce qu'on peut voir là, hein, mais globalement,
les températures devraient fortement augmenter d'ici la fin du siècle. Les différents scénarios varient entre plus 2 degrés et plus 5 degrés en moyenne de température d'ici 2100. Quand on dit plus 2 ou plus 5 degrés, c'est par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire avant la révolution industrielle et donc avant les premiers dégagements importants de gaz à effet de serre par les sociétés humaines. C'est-à-dire à partir de 1830-1850. On estime qu'il devrait y en avoir 200 millions de ces réfugiés en 2050 qui devront quitter leur lieu d'habitation en raison des contraintes climatiques. Donc là, vous voyez, hein, par rapport à la moyenne 1950-1980, les températures ont fortement augmenté. Et la tendance est véritablement à l'hausse. Sauf que ce réchauffement climatique ne touche pas tous les territoires de la même façon. En gros, trois principaux risques, trois principales catastrophes naturelles, ça je fais référence au premier chapitre de géographie de cette année où on s'intéressait à la gestion du risque. Donc il y a trois grandes catastrophes naturelles qui vont être accentuées par le réchauffement climatique. Il y a les cyclones, mais là je parle des principales. D'abord il y a la sécheresse qui va énormément frapper l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, où finalement le Sahara devrait progresser vers le sud du continent et diminuer le nombre de terres agricoles disponibles. Donc si vous additionnez la baisse des terres agricoles à la forte augmentation de population que vont connaître ces pays-là, vous êtes là sur une situation explosive qui va forcément devoir engendrer des migrations. Il y a l'augmentation des inondations durant la période des moussons. Les moussons, c'est les fortes pluies qui frappent les pays d'Asie du Sud durant la saison des pluies et qui risquent de provoquer des inondations assez désastreuses. Et le troisième, c'est la montée des eaux, en partie dans un certain nombre d'îles du Pacifique, qui pourraient même disparaître. Par exemple, l'archipel des Tuvalu, en Océanie, il faut savoir que son point culminant, le point le plus haut de l'archipel des Tuvalu, c'est 5 mètres. 5 mètres. Si le niveau de la mer augmente ne serait-ce que de 2 à 3 mètres d'ici la fin du siècle, c'est quasiment tous les Tuvalu qui se retrouvent sous l'eau. Donc là, même, le pays cesserait d'exister. Ce qui pose des questions. Comment on peut avoir la nationalité d'un pays qui n'existe plus parce qu'il est recouvert par les eaux? Ça fait presque penser au mythe de l'Atlantide. Si vous le voyez là, hein, ces archipels-là, qui non seulement vont être plus souvent frappés par les cyclones, mais qui en plus vont être menacés par la montée des eaux. Alors c'est un document qui est assez ancien, cette carte, hein, qui date de 2005, mais je trouvais ça intéressant parce qu'il montrait qu'en termes de déplacés, eh bien, les réfugiés climatiques commençaient à devenir aussi nombreux que les autres réfugiés. Réfugiés classiques, c'est-à-dire pour des critères politiques, ethniques, religieux. Voilà. Et aussi, forcément, les deltas, qui vont être particulièrement frappés par la montée des eaux, parce que le propre des deltas, c'est que ça s'est construit progressivement par l'apport de sédiments apportés par le fleuve. Donc du coup, les deltas sont des régions extrêmement fertiles, où on y pratique facilement l'agriculture, donc ce sont des territoires très peuplés depuis la nuit des temps, mais qui sont juste au-dessus du niveau de la mer. Donc il suffit que le niveau de la mer augmente d'1 mètre et déjà tous les deltas risquent d'être submergés. Alors si cette question des submersions vous intéresse, hein, donc on peut l'additionner aussi au fait que des ressources halieutiques, donc de la pêche, va être amenée à disparaître à cause de la surpêche, qu'il y a une plus forte activité cyclonique à prévoir. Bon, bref, vous voyez que ça concerne à peu près toutes les régions du monde, mais particulièrement quand même les pays émergents ou les PMA. Donc c'est les pays qui sont les moins responsables du réchauffement climatique, qui ont le moins les moyens d'y faire face, qui vont connaître la plus forte dégradation de leur environnement. Donc là, on a un paradoxe. Hein.
Il y a les incendies aussi, une augmentation des incendies qui est à prévoir. Regardez, il a écrit en 2011 en Australie, et bien l'actualité leur donne raison, hélas. Alors, pour ceux qui seraient intéressés voilà, par la question des réfugiés climatiques et du Tuvalu, je recommande l'extraordinaire thèse du docteur en sciences politiques Damien Vallot, une thèse de 306 pages avec félicitations du jury en sciences politiques, qui finalement traite de la façon dont les médias et le monde politique s'interrogent sur ce risque à venir. Et notamment la Nouvelle-Zélande, qui est située non loin du Tuvalu, qui refuse pour l'instant de parler, elle, de réfugiés climatiques. Parce que si vous parlez de réfugiés climatiques, vous êtes obligé de les accueillir chez vous. Donc par contre, elle organise des quotas de réfugiés économiques pour que progressivement, en tant que migrants économiques, les habitants du Tuvalu puissent regagner la Nouvelle-Zélande. Mais ça reste assez minoritaire. À ce jour, je crois, c'est 75 migrants du Tuvalu chaque année qui sont autorisés à gagner la Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, là, il y a une faute d'orthographe dans le titre à Nouvelle-Zélande. C'est pas fou. Bon, et peut-être, je sais pas si ça a influencé mon choix, mais Damien Vallot, c'est aussi mon beau-frère. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'en parle comme un immense chercheur en sciences politiques. On pourra peut-être m'accuser de conflit d'intérêts, mais voilà, big up à lui, big up Damien, bravo pour ton immense thèse de 306 pages que je lirai peut-être si le confinement venait à durer. Par contre, voilà, la faute d'orthographe dans le titre, ça craint un petit peu. Si vous suivez un petit peu le rugby, vous savez qu'il y a dans les clubs du top 14 beaucoup de joueurs originaires des Samoa ou des îles Fidji, qui sont des petites îles du Pacifique. Là, vous avez par exemple Josefa Tekori, qui a joué au Castres Olympique un certain nombre d'années. Il a même été champion de France avec le CO en 2013. Puis il a rejoint le Stade Toulousain, où il a été à nouveau champion de France l'année dernière, parce qu'il faut bien quand même laisser le Stade Toulousain gagner de temps en temps. Je pense aussi à Nagosi, qui a rejoint cette saison le Castres Olympique et qui lui est originaire des Fidji. Donc si on suit le rugby, on se dit il y a plein de Fidjiens, d'habitants des Samoa, enfin du Pacifique en général, qui viennent s'installer en France. Et ça reste, on va dire ça, une immigration très, très sélective, parce que finalement, la très grande majorité des réfugiés climatiques qui proviendront du coup de ces archipels-là vont dans les pays limitrophes, notamment peut-être la Nouvelle-Zélande. Donc voilà pour les réfugiés climatiques. Maintenant, on va parler du problème posé par la multiplication des guerres civiles et leur impact sur les migrations. Pour ceux qui s'intéresseraient aux origines et un peu au déroulement de la guerre civile syrienne, sachez que la dernière vidéo du chapitre 8 d'Histoire des 3e traite en partie de ça. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc là, vous avez la situation en 2013 en Syrie, c'est-à-dire 2 ans après le début du conflit, et il y avait déjà près de 1 300 000 réfugiés qui avaient quitté le pays et qui rejoignaient, regardez, très majoritairement les pays limitrophes, le Liban, la Jordanie et la Turquie. L'Irak moins, parce que l'Irak est aussi un pays en guerre, donc c'est pas forcément, vous n'avez pas quitté la Syrie qui est en guerre pour rejoindre l'Irak qui est en guerre aussi. Donc la très grande majorité des réfugiés syriens, finalement, vont dans les pays limitrophes. Là, vous avez la situation en 2018, donc 5 ans plus tard. Vous voyez que le nombre de réfugiés a explosé, surtout en Turquie, où maintenant ils sont 3,5 millions. Mais la majorité quand même de ces déplacés sont des déplacés internes, c'est-à-dire qu'ils se sont déplacés à l'intérieur de la Syrie, mais n'ont pas quitté la Syrie. Mais ça aussi, on peut les considérer comme des formes de migration. Un changement de domicile, y compris à l'intérieur d'un même pays, peut être considéré comme une migration, et si vous le faites de force, vous pouvez être considéré comme un réfugié à l'intérieur même de votre pays. Donc il faut savoir que ça c'est l'exemple en Syrie, vous voyez, mais la Syrie n'est pas le seul conflit, hélas, qui déchire le monde à l'heure actuelle. Vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres qui touchent l'Asie du Sud,
et l'Afrique centrale. Voilà, de façon assez dramatique. Et là, c'était la situation en 2017. On pourrait rajouter maintenant beaucoup, notamment le Yémen. Donc, des conflits qui font beaucoup de morts et encore plus de déplacés. Donc, il y en a qui sont fortement médiatisés, je pense au conflit syrien. D'autres dont on parle moins, parce que, par exemple, le conflit en République démocratique du Congo dure depuis une vingtaine d'années. Donc, on ne semble même pas en voir l'issue. Mais quoi qu'il en soit, on a un nombre de conflits en augmentation. Là, c'est assez intéressant ce graphique parce qu'il vous montre finalement le nombre de conflits dans le monde. Donc on voit qu'en règle générale, ils ont tendance, hélas, à augmenter. Mais il est trié en 3 catégories. La violence unilatérale, c'est-à-dire quand il y a un groupe qui en agresse un autre, mais que l'autre n'a même pas les moyens de répliquer. On ne parle pas là de conflit, mais de massacre presque. On pourrait comptabiliser dans la violence unilatérale, par exemple, les massacres de Rohingyas commis actuellement par le gouvernement birman, en Birmanie, qu'on appelle aussi le Myanmar, c'est le même pays, Myanmar ou Birmanie. Là, on est dans une violence unilatérale. La violence étatique, c'est quand c'est un État contre un autre État ou un groupe contre l'État. Et non étatique, c'est quand c'est 2 groupes qui se battent sans même qu'il y ait un État dedans. Je pense par exemple le conflit entre les Kurdes et l'État islamique en Syrie rentre dans le cadre d'un conflit non étatique. Il n'y a aucun gouvernement qui a une emprise là-dessus. Donc voilà, les conflits ont tendance à augmenter et avec eux, le nombre de déplacés engendrés par ces conflits qui s'élève à 70 millions. Alors parmi ces déplacés, c'est un peu comme ce qu'on avait vu pour la Syrie, la majorité des déplacés sont déplacés à l'intérieur du pays. 25 millions se déplacent à l'étranger, généralement dans un pays riverain, et seulement 3,5 millions font une demande d'asile pour pouvoir rester de manière temporaire et légale dans le pays d'accueil. Regardez ce chiffre, 80% des réfugiés vivent dans les pays voisins de leur lieu d'origine. Ce qui fait que finalement, comme les conflits ont lieu majoritairement dans les pays les plus pauvres, dans les PMA, eh bien, ils se déplacent dans les pays voisins qui sont aussi des PMA et qui doivent faire face à ces afflux de migrants. Donc c'est les pays les plus pauvres qui connaissent la plus forte pression migratoire. Là aussi, du coup, ça pose question. Souvenez-vous ce que je vous avais dit sur la vidéo précédente. Si on regarde l'Afrique, la majorité des migrants africains vont en Afrique. Alors qu'on a l'impression si on suit certains médias, on aurait l'impression que la quasi-totalité des Africains veulent migrer pour venir en Europe. En fait, non. Ils veulent aller dans un autre pays d'Afrique, soit parce qu'il n'y a pas la guerre, soit parce qu'il y a de meilleures conditions de vie. Voilà. Après, se pose la question des enfants parmi ça, puisque près de 1 réfugié sur 2, en fait, est un enfant. Ça, c'est très problématique. Et il y en a même 100 000 parmi eux qui sont coupés de toute famille. On a retrouvé des enfants dont les parents sont peut-être morts pendant le trajet ou n'ont pas pu partir et qui sont réfugiés dans un pays qu'ils ne connaissent pas, sans personne comme référent. Donc voilà. Et enfin, on peut terminer par la question des apatrides, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de nationalité. Il y a des groupes ethniques, souvent minoritaires, qui ne se voient pas reconnus en tant que membres de la nation par le pays où ils habitent. Par exemple, des minorités musulmanes en Thaïlande ou en Inde qui n'ont pas de pièce d'identité, ne sont pas reconnus comme indiens ou comme thaïlandais, et qui du coup vivent dans une grande précarité. Parce que si vous n'avez pas de nationalité, vous ne pouvez pas quitter le pays. Pour quitter le pays, pour demander un visa, il vous faut une carte d'identité. Si on ne vous la délivre pas, si on ne vous reconnaît pas comme étant un habitant de ce pays-là, vous ne pouvez pas quitter le pays et vous ne pouvez pas bénéficier de tout un tas de programmes d'aide pour faire les études, pour trouver un emploi, pour acheter une maison.
peuvent avoir les habitants de ce pays, parce qu'on va vous demander de fournir des documents d'identité. Donc il y a une sorte d'hypocrisie, mais voilà, certains États refusent de donner la nationalité à des groupes de leur propre pays. Mais ça permet finalement d'avoir ces groupes-là sous leur dépendance d'un point de vue administratif et d'en faire un petit peu ce qu'ils veulent. Donc dernière partie de ce chapitre, on va s'interroger demain. Quelle migration pour demain? Alors il y a eu un pacte signé par l'ONU en 2018, signé par la totalité des pays de l'ONU sauf un, les États-Unis. Là aussi, vous ferez le lien avec la vidéo précédente, pourquoi les États-Unis ont refusé de signer ce pacte sur les migrations. Mais en tout cas, l'idée de ce pacte, c'est de faire un pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée, régulée, qui favoriserait la collaboration entre les pays de départ, les pays de transit et les pays d'arrivée. De limiter les migrations clandestines qui souvent, voilà, les migrants clandestins qui vont franchir les frontières de façon illégale prennent de gros risques, payent des réseaux mafieux très chers et sont parfois pris dans des réseaux de prostitution, d'esclavage ou autre, assez épouvantables, ou se noient en traversant la Méditerranée. Voilà, il y a quand même un enjeu humain à essayer d'ordonner, de sécuriser ce type de migration. Donc ça, c'est ce qu'avait voulu faire l'ONU, et je vais vous donner un exemple un petit peu après. Alors qui, à part l'ONU, va aider finalement les migrants? Eh bien, il y a ce que l'on appelle les organisations non gouvernementales. Là, vous en avez deux très célèbres, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, qui est plus présent dans le monde musulman. Les 7 principes de la Croix-Rouge qui sont écrits là, c'est humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité. L'idée, c'est qu'ils ne sont pas rattachés à un pays et ils ne sont pas rattachés à un camp. C'est pour ça que ça fait partie des rares ONG qui peuvent intervenir dans des situations de guerre civile où généralement tous les camps les laissent intervenir parce qu'ils savent que la Croix-Rouge ne prendra pas parti dans le conflit. C'est dans l'ADN de cette organisation de ne jamais prendre parti, mais d'aller toujours du côté de ceux qui souffrent pour les aider, quelle que soit finalement leur nationalité, leur religion. Il y a aussi des ONG qui se spécialisent dans l'aide aux migrants. Il y a un grand nombre d'ONG religieuses, par exemple le pape François a pris position en faveur des migrations et de l'aide aux migrants, donc un certain nombre d'ONG catholiques le font, mais des ONG protestantes ou musulmanes aussi. Et là, vous avez SOS Méditerranée, qui est connu pour voguer en fait avec un navire pour essayer de secourir les migrants qui seraient sur le point de se noyer. Donc voilà, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales type ONU qui essayent d'encadrer, d'aider un peu ces migrations. Alors je vous ai dit que voilà, dans le pacte de l'ONU, il y avait une idée de faire travailler les pays de départ, les pays de transit et les pays d'accueil. Alors dans le cas syrien, on va prendre l'exemple syrien. Très difficile de se mettre d'accord avec le gouvernement syrien. On ne va pas dire à Bachar al-Assad, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter d'envoyer des migrants chez nous? Parce que Bachar al-Assad, s'il envoie des migrants chez nous, c'est parce qu'il bombarde son propre peuple. Donc là, on n'a pas de négociation possible avec le gouvernement syrien. Par contre, la majorité des migrants syriens, des réfugiés syriens même, parce qu'ils quittent la guerre, qui veulent rejoindre l'Europe, passent par la Turquie. Donc là, ça fait de la Turquie un pays de transit. Et là, l'Union européenne, que l'on voit ici à travers ce drapeau, est le personnage de Charles Michel qui est le président du Conseil européen. Si vous voulez savoir plus en détail qui est Charles Michel, j'ai fait une vidéo, c'est une vidéo de correction d'exercice en 3e qui parle du personnage. C'est un ancien Premier ministre belge qui est maintenant président du Conseil européen, une sorte d'équivalent de président de l'Union européenne. Et on le voit avec Erdogan, le président turc. Et alors cet accord est très simple. L'Union européenne donne 3 milliards d'euros à la Turquie.
et en échange, la Turquie garde chez elle les migrants syriens qui seraient tentés de rejoindre l'Union européenne. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu cynique, mais l'idée étant que comme ces migrants-là ont quitté la Syrie de façon temporaire le temps que la guerre s'arrête, même si cette guerre elle dure hélas quand même depuis 9 ans, hein, mais l'idée c'est qu'elles sont considérées en tout cas par l'Union européenne et la Turquie comme des migrations temporaires qui ont vocation à revenir en Syrie, et bien autant qu'elles restent à proximité de la frontière en Turquie, sauf que la Turquie ne veut pas financer seule l'accueil de ces réfugiés. Donc elle dit à l'Union européenne, si vous ne voulez pas que ces migrants finissent chez vous, donnez-nous les moyens de pouvoir les héberger. Mais ça donne une sorte de bras de fer diplomatique un peu cynique, où à chaque fois qu'il y a des tensions entre l'Union européenne et la Turquie menace de laisser les migrants syriens rejoindre librement l'Europe. Donc c'est quelque chose, je trouve, d'assez mesquin, qui montre finalement toute l'instrumentalisation politique que l'on peut faire des migrations et l'enjeu géopolitique derrière. D'ailleurs, la Turquie avait annoncé laisser librement circuler maintenant les migrants vers l'Union européenne, mais c'était au tout début de l'épidémie de coronavirus, enfin au tout début du fait que cette épidémie touche l'Union européenne, puis ensuite les circonstances sanitaires ont fait que la Turquie est revenue dessus et on n'en parle plus. Voilà, voilà, certains pays sont prêts à se mettre d'accord pour, là, dans ce cas-là, limiter les migrations. Alors un autre système aussi, c'est le système canadien, qui lui a un système d'immigration par quota. On voit que quand même l'immigration au Canada a un peu augmenté ces dernières années. Et finalement, ils ont un quota, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à accepter un certain nombre de ressortissants par pays et par secteur d'activité. On dit voilà, dans tel secteur d'activité, on a besoin de 5000 travailleurs, donc nous accorderons le visa à 5000 personnes qui ont ces compétences-là. Donc cette immigration, on pourrait dire choisie, organisée par quota du Canada, elle est facilitée par le fait que le Canada n'a pas de frontière avec un PMA, avec un pays pauvre. Donc du coup, il y a peu d'immigration clandestine au Canada. C'est-à-dire que si vous quittez le Maroc en bateau pneumatique pour rejoindre le Canada, bon courage. Donc on le voit là, hein, ça c'est l'Office pour l'immigration au Canada. La seule façon de rejoindre le Canada, c'est de prendre l'avion. Et pour prendre l'avion, il vous faut une pièce d'identité, il vous faut un papier. Donc du coup, cette position géographique un peu privilégiée, à l'écart des grands flux migratoires, leur permet d'avoir une politique migratoire assez généreuse, parce qu'ils accueillent quand même un grand nombre de migrants proportionnellement à leur population, mais sélectionnés. Voilà. Donc nous avons terminé ce chapitre de géographie. Dès sa mise en ligne, je vous mets le QCM, donc essayez de le faire le plus rapidement possible, comme ça vous en êtes débarrassé et vous pouvez partir en vacances. Je vous envoie la totalité du cours par message personnel sur École Directe. Normalement, je le mets aussi dans le cahier de texte, mais bon, pour ceux qui auraient du mal à aller dans le cahier de texte, etc., je vous l'envoie aussi par message, ne vous inquiétez pas. Et je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vais débuter une petite séquence émotion. J'ai réfléchi le fait de comment pouvoir vous faire travailler sans vous laisser en permanence sur les écrans. Alors, il peut y avoir des études de cas faites dans votre manuel, ça on va en faire, mais bon, je trouve que c'est pas ce qui est le plus stimulant. Mais ce que j'aime bien, c'est vous faire travailler l'oral. Vous vous souvenez notamment par exemple du débat que vous aviez fait sur gérer les ressources terrestres, hein, qui était excellent. Le concours de l'éloquence aussi, que vous aviez préparé avec beaucoup de talent. Et bien là, je me disais que peut-être vous pourriez exploiter le fait d'être en famille pour faire des débats en famille, avec vos parents s'ils sont d'accord, et prendre par exemple la question migratoire. Organiser un débat et dire voilà, bon ben, il faudrait que chacun choisisse au préalable son camp. Est-ce que toi tu es plutôt favorable ou plutôt opposé aux migrations? Vous préparez vos arguments et vous organisez un mini débat comme ça en famille. Et je pense que c'est d'autant plus important de le faire que c'est un sujet très polémique, les migrations, et que souvent en France, on distingue un adversaire politique d'un ennemi.
politique. Je m'explique. Il est tout à fait sain de ne pas être d'accord avec quelqu'un et de vouloir débattre, d'argumenter, et à la fin de ce débat dire « je suis toujours pas d'accord avec toi ». C'est le propre de la démocratie. C'est pour cela qu'en démocratie, on a des adversaires politiques, des gens qui ont une opinion politique différente, avec qui on débat. Mais le désaccord, il est vis-à-vis des idées de la personne, pas vis-à-vis de la personne. Et c'est ça qui est très important et qu'il ne faudra jamais oublier. Et là, je fais un lien avec l'EMC. C'est que le propre de la démocratie, c'est que la personne avec qui vous êtes en contradiction avec ses idées. Et pas avec la personne en tant que telle. Si vous êtes en opposition avec la personne, là, ce n'est plus un adversaire, c'est un ennemi. Et ça, c'est le propre des régimes autoritaires ou des dictatures qui voient dans ceux qui ne pensent pas comme eux des ennemis qu'il faut soit convaincre, soit éliminer. En démocratie, il faut accepter celui qui n'est pas d'accord. Il faut lui laisser une place, lui laisser s'exprimer et le reconnaître comme un adversaire, lui reconnaître cette légitimité-là, lui dire que il nous apporte. Finalement, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, il va vous apporter parce que ces désaccords, ils vont vous obliger à reformuler, à préciser votre pensée, à la nuancer. Donc, une pensée intelligente, c'est une pensée qui se confronte à des contradicteurs, alors qu'une pensée unique qui ne voit dans des adversaires que des ennemis, eh bien, elle ne s'enrichit pas, c'est une pensée qui est stérile. Et c'est pour ça que, généralement, les régimes autoritaires mènent des politiques aussi stupides. Parce que comme il n'y a pas de contradicteur en face, comme celui qui dirait « non, je ne suis pas d'accord », il aurait peur d'être traité comme un ennemi et d'être personnellement menacé, mais il ne va pas le dire. Et s'il ne dit pas cette information-là, eh bien la prise de décision, elle risque derrière d'être stupide. Donc je vous invite à proposer à vos parents de faire un débat sur les migrations. Et si vous dites non, non, on ne va pas faire ça parce qu'on ne va pas être d'accord et on va se disputer, ben dites-leur justement, il faut que l'on apprenne à ne pas être d'accord, mais sans se disputer. Se dire voilà, ben, on a eu des désaccords, on a pu les exprimer, on a chacun pu argumenter et respecter la parole de l'autre. On n'a pas forcément réussi à se mettre d'accord sur tous les points, mais en tant que personne, on continue à se respecter malgré nos désaccords. Et je pense que ça, c'est un exercice qui vous servirait pour la géographie et surtout qui vous servirait en tant que future citoyenne, futur citoyen. Voilà, donc ça peut être l'exercice des vacances qui se passe loin des écrans et qui se passe en famille, qui voilà, aide à créer des interactions sociales, on va dire. Pensez à lire. Je dirais à aller au théâtre, c'est dommage, c'est fermé. C'est fermé. Moi, normalement, demain, j'avais prévu d'aller au théâtre. Je ne vais pas pouvoir y aller. Mais il y a des pièces de théâtre visibles en ligne. Et là, dans les commentaires en dessous là, de cette vidéo, je vais vous mettre le lien pour une pièce de Thomas Joly, de Marivaux, qui s'appelle Harlequin, les trucs de l'amour, Harlequin quelque chose, et dont j'ai vu la première scène, parce qu'après ma fille s'est mise à hurler, donc j'ai pas pu voir la suite hier, mais qui avait l'air vraiment pas mal. Thomas Joly, c'est vraiment un metteur en scène que j'admire par-dessus tout. J'ai vu 2 pièces de lui, Henri VI de Shakespeare, qui durait 18 heures. Voilà, donc quand vous faites 18 heures de théâtre, c'est quand même que vous aimez bien le mec en face. Alors il avait fait 2 fois 9 heures quand même, hein, donc c'était 9 heures le samedi, 9 heures le dimanche, mais c'était formidable, formidable. Et ensuite il avait fait la suite de cette trilogie, parce que c'était 3 pièces en fait qu'avait écrit Shakespeare, Henri VI, qui était Richard III. Donc on est en pleine guerre de 100 ans, c'est une pièce formidable parce qu'on vous montre Jeanne d'Arc sous les traits d'une hystérique nymphomane, sorcière, enfin voilà, on a toute la mauvaise foi des Anglais, mais c'est délicieux à voir. Et là c'est de Marivaux, quelque chose de beaucoup plus classique. Marivaux c'est le théâtre bourgeois amoureux. D'ailleurs jusqu'à cette année j'avais jamais lu Marivaux et j'avais un a priori dessus, je pensais que c'était complètement nul Marivaux. Et en fait, j'ai vu une pièce déjà à Toulouse qui s'appelait La double inconstance, qui était formidable, avec une satire sociale très profonde derrière, sous un vernis juste d'histoire amoureuse.
Et là, la pièce de Thomas Joly que j'ai commencé était aussi très forte. Donc voilà, je vous le recommande, regardez-le. Je vous avais dit, hein, lors de notre sortie, c'était juste avant ce confinement, là on est allé à la médiathèque voir Candide, à quel point j'aimais le théâtre et je respectais les acteurs pour le métier très difficile qu'ils font. Mais voilà, trop souvent, je trouve qu'au collège, on vous envoie, les moyens nous y obligent aussi, hein, voir des pièces avec un petit nombre d'acteurs, peu de costumes, peu de moyens, donc ils font admirablement avec les moyens qu'ils ont. Mais pensez que le théâtre, c'est aussi du grand spectacle, hein, avec des scènes gigantesques, du son à foison, des lumières, des décors, des costumes sublimes. Voilà, il faut que ça vous mette les larmes aux yeux. Voilà. Le seul critère pour le théâtre, c'est si vous en ressortez avec des frissons, une sorte d'envie de parler jusqu'au bout de la nuit. Vous voyez, là, je l'ai vu hier, la pièce, je ne l'ai même pas finie et j'en suis encore à en parler tellement ça m'a pris. Et ben, c'est que c'est du bon théâtre. Voilà. Donc pensez à faire du débat avec vos parents. Éventuellement, regardez-vous des vidéos de pièces de théâtre. Je vous mets quelques liens en dessous. Faites vite le QCM de Géo que je vous ai mis, comme ça après c'est débarrassé. Et aussi, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Si jamais il y a, et je sais qu'il y en a parmi vos parents, des gens qui travaillent, alors certes dans le secteur hospitalier, eh bien, sachez-leur toute mon admiration, mais aussi à ceux qui travaillent dans tous ces autres secteurs indispensables au bon fonctionnement de notre pays, que ça peut être dans le secteur agricole, dans le secteur des transports, dans la logistique, dans les supermarchés, voilà, tous ces gens qui font que notre pays continue de fonctionner malgré la crise qu'il vit. Voilà, toute mon admiration à eux. Ceux qui travaillent depuis chez eux et qui font de leur mieux. Et tout ça, ça m'évoque un petit passage de La Peste de Camus. Bon, voilà, moi, c'est l'épidémie, qu'est-ce que je fais, je me relis La Peste. Bon, chacun son délire, comme on dit. Mais regardez, on est au tout début du roman et le narrateur nous parle du docteur. Bon, en fait, le narrateur est le docteur, mais ça, normalement, vous ne le savez qu'à la fin du roman. Je viens de vous spoiler La Peste, c'est terrible. Et voilà ce que dit le narrateur. Le docteur ouvrit la fenêtre et le bruit de la ville s'enfla d'un coup. D'un atelier voisin montait le sifflement bref et répété d'une scie mécanique. Rieux se secoua. Là était la certitude, dans le travail de tous les jours. Le reste tenait à des fils et à des mouvements insignifiants. On ne pouvait s'y arrêter. L'essentiel était de bien faire son métier. Je relis cette dernière phrase que je pense que je vais graver au-dessus de mon ordinateur. L'essentiel était de bien faire son métier, quel qu'il soit. Il n'y a pas de métier inutile. Bon, vous êtes aussi dans votre métier d'élève, vous avez cette soif d'apprendre. Merci pour vos messages de soutien à ces vidéos, votre enthousiasme. Ça me pousse à continuer à travailler de mon mieux. Je vous trouve admirable voilà. C'est probablement pas la dernière crise que connaîtra notre pays vu les différents enjeux que l'on a étudiés cette année en géographie. Je pense que vous en avez conscience. Mais je pense que nous pouvons dire que nous avons une jeunesse qui est loin d'être aussi stupide que ce que certains médias ou certaines émissions type Touche pas mon poste voudraient nous faire croire. Je pense que vous saurez être des citoyens et des citoyennes plus intelligents, plus renseignés que vos aînés, et que c'est selon moi la seule condition pour arriver à faire face aux différentes crises qui risquent de menacer notre nation. Sur ce, à bientôt, et ah non, dernière chose, oh là 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 là, dernière chose. J'avais dit que je ferai des formats hors sujet sur un thème d'histoire qui n'est pas du tout en lien avec le programme historique. Et bien sachez que pendant les vacances, la seule vidéo que je posterai sera une vidéo justement hors sujet sur les pirates.
que vous pourrez regarder en famille, que je vais essayer de faire de façon la plus ludique possible. Et voilà, j'espère non pas tenir le rythme que je m'étais fixé au début d'une vidéo par semaine, mais d'une vidéo par mois sur le format hors sujet. Et vous pourrez voter pour le prochain sujet. Alors voici la liste des sujets pour lesquels vous pouvez voter. Donc attention, roulement de tambour, après cette histoire des pirates qui sera du coup publiée pendant les vacances, vous pourrez voter dans cette vidéo au format hors série pour soit une histoire des Vikings, comme deuxième numéro, ou alors la Seconde Guerre mondiale en Scandinavie, ou alors l'aviation civile scandinave à travers la compagnie SAS. Alors vous dites, mais qu'est-ce qu'il a avec la Scandinavie? En fait, c'est parce que j'ai fait ma maîtrise dessus. Ça, c'est typiquement mon sujet de maîtrise. Donc si vous voulez que je vous parle de ça, je suis probablement une des meilleures personnes au monde pour le faire. Voilà, après à vous de voir si le sujet vous passionne. 4. Histoire des cow-boys et du Far West. 5. Une histoire des épidémies. Ouais, bon ben voilà, c'était pour rester dans le thème. 6. Les origines historiques de Game of Thrones. Alors il y a déjà des vidéos pas mal qui ont été faites là-dessus, mais je peux éventuellement en faire quelque chose aussi. Et 7. L'histoire de la science-fiction de Star Wars à nos jours. Voilà, 7 thèmes qui m'intéressent particulièrement. Et donc du coup, ce sera à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Sur ce, prenez soin de vous. Et à bientôt, donc dans 2 semaines pour la suite du cours de géographie ou dans 1 semaine si vous voulez voir le hors-série consacré aux pirates.